Bonjour à tous et bienvenue dans Un monde de sport, le podcast qui analyse et revient sur l'actualité sportive chaque week-end, disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube. Juste avant de commencer, je suis collégien, passionné de journalisme et de sport et je lance ce podcast pour mélanger mes deux passions ainsi que pour obtenir des avis ou des conseils sur mon contenu. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker le podcast, à vous abonner pour ne pas manquer la sortie des prochains épisodes. Et au menu du jour, la décision par l'association des joueurs de tennis professionnels d'intenter des actions en justice contre l'ATP en cause des conditions d'argent, d'équité, de sécurité et de dignité humaine, selon le Canadien cofondateur de la PTPA Vasek Pospisil. Nous reviendrons sur cette affaire dans notre sujet à la une de la semaine. Après ça, le zapping reviendra brièvement sur toute l'actualité sportive de la semaine, avant le débat du week-end, dans lequel nous nous poserons cette question à la suite des banderoles offensantes des supporters du Paris Saint-Germain à l'encontre d'Adrien Rabiot et de sa famille lors du Classico dimanche soir. Le football français doit-il immédiatement réagir en sanctionnant les supporters? Nous répondrons à cette question en fin d'émission dans notre débat. Mais tout de suite, c'est le duel ATP-PTPA qui a marqué la semaine. D'abord pour rappel, la PTPA, l'association des joueurs de tennis professionnels, est une association qui a été fondée en 2020 par plusieurs joueurs de tennis, dont l'ex numéro 1 mondial et vainqueur de 24 titres du Grand Chelem, Novak Djokovic. Et cette semaine, ils ont décidé de mener plusieurs actions en justice contre l'ATP. Et d'après l'un des cofondateurs de l'association, le Canadien Vasek Pospisil, cette action a été menée pour remettre en cause des conditions d'argent, d'équité, de sécurité et de dignité humaine. Ce dernier dit également avoir dû, pendant sa carrière, dormir dans une voiture et avance que tout le monde trouverait scandaleux que les mêmes faits arrivent à un joueur du baseball, à titre d'exemple de la situation des joueurs de tennis. Toujours selon lui, les instances dirigeantes obligent les joueurs à signer des contrats injustes, leur imposent des horaires inhumains et les punissent lorsqu'ils s'expriment. Les actions en justice engagées aujourd'hui visent à réparer le tennis pour les joueurs d'aujourd'hui et les générations futures. Il est temps de rendre des comptes, de procéder à une véritable réforme et de mettre en place un système qui protège les joueurs et leur donne les moyens d'agir. Toutes les parties prenantes méritent un sport qui fonctionne avec équité et intégrité. Fin de citation. Sur le plan financier, des membres de la PTPA avancent également à raison qu'aujourd'hui, les joueurs de tennis ne perçoivent que 17% des revenus de leur sport contre 35 à 50% pour d'autres joueurs comme le golf, le basketball et le football américain. Voilà pour le premier point relevé par les membres de la PTPA. Et sur le plan du classement, ces membres avancent que l'ATP dicte les tournois auxquels les joueurs peuvent participer, le montant de leur rémunération et la possibilité de certaines opportunités de sponsoring. Il dénonce également un système détournant les joueurs de tout événement alternatif qui pourrait exister sur un marché libre et les oblige à ne participer qu'aux tournois des organes dirigeants de tennis mondial s'ils veulent jouer au tennis professionnel. Troisième point relevé par les membres de l'association des joueurs de tennis professionnels, c'est le plan de la programmation et du calendrier. Comme les points sont nécessaires aux joueurs pour participer à des tournois et donc obtenir leurs revenus, les conséquences d'une pause, aussi brève soit-elle, pour par exemple se remettre d'une blessure ou voir sa famille, sont trop importantes pour les joueurs. En outre, la programmation, le rythme et les conditions de jeu sont bien trop souvent éprouvantes selon la PTPA qui cite les exemples des night sessions finissant parfois très tard et de malaise de certains joueurs sous la chaleur de certains cours. Ces conditions peuvent également dégrader la santé mentale et physique des joueurs. Bref, selon eux, c'est un véritable cercle vicieux qui est mis en place par l'ATP. Et enfin, c'est le plan de la vie privée des joueurs qui est relevé par les membres de la PTPA. Des fouilles invasives de leurs appareils personnels sont dénoncées, ainsi que des tests de dépistage de drogue aléatoires au milieu de la nuit et des interrogatoires sans représentation légale. Les membres de l'association des joueurs de tennis professionnels relèvent également que l'ITIA a suspendu des joueurs sans procédure régulière sur la base de preuves fragiles ou fabriquées et que certains téléphones de joueurs sont confisqués et fouillés sans leur consentement, ce qui constitue bien évidemment une atteinte flagrante à la vie privée qui viole en plus la loi. Pour appuyer ses propos en comparant la situation des tennisman à celle des sportifs des sports différents, l'avocat principal du dossier du côté de la PTPA, Jim Keane, dit avoir passé, je cite, des dizaines d'années à travailler avec des athlètes dans tous les sports du monde.
et le mépris total des pouvoirs en place pour le bien-être des joueurs de tennis est sans commune mesure avec ce qu'elle a pu connaître. Fin de citation. Et si ces actions ont peu de chances d'aboutir, il faut quand même savoir que l'ATP a quand même répondu aux joueurs en niant leurs accusations et en avançant que un programme mis en place ces dernières années a introduit un revenu minimum garanti pour les 250 meilleurs joueurs de simple, offrant une sécurité financière sans précédent dans le tennis professionnel. Mais cette question fait également débat, puisqu'il compare là la situation à l'ancienne situation dans le monde du tennis professionnel, pas celle d'autres sports. Et l'une des revendications des joueurs qui ont mené cette action en justice est que dans le tennis, les joueurs sont lésés par rapport à d'autres sports. C'est l'heure du zapping avec l'essentiel de l'actualité de la semaine en bref. Et on commence avec du football et la double confrontation entre la France et la Croatie en quart de finale de la Ligue des Nations, jeudi et dimanche soir. À l'heure où j'enregistre ce podcast, le résultat du match aller n'est pas encore connu. Les trois autres affiches de ces quarts de finale sont Pays-Bas-Espagne, Allemagne-Italie et Danemark-Portugal. A noter que les demi-finales de la nouvelle compétition européenne apparue en 2021 auront lieu les 4 et 5 juillet prochains. Un mot de cyclisme désormais avec l'officialisation par l'organisation du Tour de France que le départ de l'édition 2027 aura bien lieu à l'étranger et ce sera à Édimbourg en Écosse et que les premières étapes passeront également par l'Angleterre et le Pays de Galles. Je cite Christian Prudhomme qui a avancé ce grand départ comme le tournoi des 4 nations qui fait référence évidemment au rugby et aux 4 pays qui participent au célèbre tournoi de rugby que sont la France, les Pays de Galles, l'Angleterre et l'Écosse. Cette annonce confirme la tendance croissante de départ à l'étranger, à l'image des départs de Bruxelles, Copenhague ou encore Florence en 2019, 2022 et 2024. Toujours dans le monde du vélo, le Belge Jasper Philipsen, l'un des favoris de Milan-San Remo, qui s'élancera demain, a chuté lors de la course Nokere-Kursé en Norvège. Malgré avoir fait forte impression durant la course, sa blessure, causée par une chute survenue dans le final, pourrait nécessiter des points de suture selon son équipe alpecin de Koenig. Sa participation à l'épreuve samedi est évidemment remise en cause et incertaine à ce jour. Nous ne savons pas à l'heure actuelle s'il sera présent sur la ligne de départ. Et puis, le tournoi de destination a beau s'être achevé il y a une semaine, le sélectionneur du 15 de France, Fabien Galtier, réclame toujours justice après les affaires d'arbitrage survenues pendant la compétition et notamment en Irlande. Pour rappel, Antoine Dupont et Pierre-Louis Barassi avaient dû quitter sur blessure la pelouse sans que les joueurs ayant causé leur sortie ne comparaissent devant la commission de discipline. Et c'est cette mensuétude à l'égard du 15 du trèfle qui avait profondément surpris le staff bleu, alors que Romain Ntamak, après avoir écopé d'un carton rouge contre le Pays de Galles, avait subi des décisions intransigeantes de la commission en devant manquer 2 matchs du tournoi qu'il n'avait pas pu purger en top 14 avec son club de Toulouse. Le coach tricolore a par ailleurs dit à l'équipe qu'il était en colère, qu'il avait tapé du poing sur la table. Il a également dit « On n'a pas été entendu, on prend acte mais on n'est pas d'accord, je ne lâcherai pas. Je veux bien qu'on dénonce ce qu'on fait de mal. Pour Ntamak, on a payé. Pour Movaka, c'est inadmissible et on paye. Mais il faut être juste. » Fin de citation. Il entend donc continuer cette pression, comme le font selon lui d'autres nations importantes du monde du rugby. Et puis c'est l'heure du débat de la semaine et cette question qui a évidemment agité le monde du football après les incidents survenus dimanche dernier lors du Classico entre le PSG et l'Olympique de Marseille au Parc des Princes. Le football français doit-il immédiatement réagir en sanctionnant les supporters? Il faut d'abord rappeler les faits. Les supporters parisiens sont pris aux joueurs. Adrien Rabiot, ancien joueur du club de la capitale ayant rejoint l'Olympique de Marseille l'été dernier, mais pas que, puisque à travers des banderoles que nous ne citerons pas ici, ils s'en sont pris à sa famille, à sa mère, qui est également son agente et avec qui des tensions ont toujours existé, même lors de sa présence au PSG, et aussi à son père, décédé il y a quelques années, ce qui est évidemment inadmissible. Le joueur a pu compter sur le soutien de plusieurs de ses partenaires en équipe de France ces derniers jours, et notamment le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé. Alors la première chose, je pense, pour répondre à ce débat, le football français doit-il immédiatement réagir en sanctionnant les supporters? Bien sûr, mais il faut quand même nuancer. Alors tout d'abord, il faudrait que le foot français réagisse. Mais comment? Parce qu'il y a plusieurs instances dans le football, il y a plusieurs acteurs. Il y a un nombre fou d'acteurs du football français. Chacun doit prendre sa part
et prendre ses responsabilités par rapport au rôle qu'il joue, autant les instances que les joueurs eux-mêmes. Il faut qu'un joueur majeur du collectif parisien apporte son soutien à Adrien Rabiot en dénonçant les actions entreprises par les supporters du club de la capitale. Cela pourrait évidemment montrer aux supporters parisiens que ce n'est pas bien, même s'ils le savent et qu'ils semblent n'en avoir plus ou moins pas grand-chose à faire, mais ça reste un potentiel acte majeur, un potentiel acte important pour marquer le soutien à Adrien Rabiot, l'opposition à ce genre de message, même de leurs propres supporters, et également pour faire bouger les choses. Alors évidemment, les dirigeants parisiens devraient s'expliquer aux instances disciplinaires cette semaine ou la semaine prochaine. Le club s'expose évidemment à une fermeture totale ou partielle de la tribune Auteuil ou à des amendes. Pour se défendre, ils devraient aussi mettre en avant, je pense, leur communication en amont de l'événement dont on avait parlé dans l'épisode précédent du podcast. Le club, par ailleurs, réagit et a demandé des tribunes exemplaires sereines et respectueuses. Le club sanctionnera-t-il ses supporters? C'est difficile à imaginer. Ils mettront très probablement en avance un autre argument qu'ils ont avancé récemment, à savoir leur méconnaissance des banderoles avant le match, ce qui pose la question de la qualité des fouilles entreprises sur les supporters à leur entrée dans le stade ou de la sécurité du stade dans les jours précédents. L'événement, ce qui est certain, c'est que le football français doit réagir parce que c'est évidemment inacceptable. En plus, dans un classico qui est quand même le match entre guillemets vitrine du football français, le match que pas tout le monde regarde, mais qui est le plus suivi, en tout cas avec le plus d'enjeux, même si aujourd'hui le Paris Saint-Germain semble bien trop fort pour toutes les équipes du football français, avec un collectif enfin excellemment bien huilé. En plus, les supporters, au-delà de s'en prendre aux joueurs, s'en sont pris à sa famille et à son père décédé, ce qui rend l'acte encore plus inacceptable, même si déjà s'en prendre à un joueur est grave. Mais évidemment, s'en prendre seulement aux joueurs, à la limite, on va pas dire qu'on peut comprendre, mais ça fait partie du football, ça fait partie de la rivalité entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille qui dure depuis des années. Il faut aussi rappeler, je pense que le Paris Saint-Germain, et plus précisément le Parc des Princes, c'est ce qui fait le plus de bruit parce que c'est le Parc des Princes, c'est le PSG, parce que là c'était contre l'OM, etc. Donc évidemment que le football français doit réagir, mais pas que là. Et faut aussi se poser une question, je pense, c'est pourquoi on se demande seulement maintenant si le football français doit réagir, ou en tout cas pourquoi ça fait plus parler maintenant. Je pense qu'on oublie quand même que des incidents de ce type, il y en a tous les ans, à plusieurs reprises dans la saison, et ce, pas que au Parc des Princes, dans plusieurs autres stades. Il y a 2 ans, le Paris Saint-Germain qui était retourné à Lyon après le départ de Bradley Barcola au club de la capitale. Le joueur avait subi des insultes plus ou moins du même type, même si elles étaient un petit peu moins agressives, et on en avait moins parlé, même si évidemment ça avait fait un petit peu réagir. Donc le foot français doit réagir, mais il y a quand même une nuance, c'est que il n'y a pas qu'au Parc des Princes que ça existe. Évidemment, là, c'est en principe qu'on en parle plus, que ce soit plus médiatisé, parce que ça a eu lieu lors du plus grand match du football français, dans le stade du plus grand club de football en France. Mais il y a deux nuances, c'est qu'évidemment, la première, ça a lieu à d'autres endroits. Et donc, qu'au-delà de sanctionner le PSG, ce qui évidemment doit être fait, il faut se pencher sur les autres cas qui ont eu lieu et qui auront lieu à l'avenir dans d'autres stades en France, et pas forcément avec des équipes comme l'OM ou le PSG impliquées. On a aussi les supporters stéphanois de Saint-Étienne qui ont été sanctionnés récemment. Bref, donc il faut prendre ce genre de décision, pas que à Paris, pas que à Marseille, même si évidemment que ça doit être fait, il n'y a aucun débat là-dessus. Et la deuxième nuance qu'on peut apporter, c'est qu'évidemment, c'est ce que réclament les supporters du PSG et d'autres clubs, les supporters parisiens qui sont venus au soutien des supporters stéphanois, en disant qu'évidemment, trop de sanctions tuent les supporters. Est-ce que ça va vraiment jusqu'à tuer les supporters? Ce n'est pas sûr. Mais ce qui est certain, c'est que dans la vie d'un supporter, dans le fait de supporter une équipe de foot dans un collectif ultra, il y a aussi ça, il y a aussi ces chambrages, même si évidemment là ça va beaucoup trop loin. Donc c'est évidemment très difficile de trouver un compromis parce qu'il faut sanctionner, mais dans un juste milieu, c'est-à-dire à la hauteur des actions, et là elles sont graves, mais attention à ne pas non plus entre guillemets tuer les ultras, que ce soit du PSG ou d'autres clubs en France, parce qu'il ne faut pas oublier que ça fait aussi partie un peu de ce monde des supporters ultra. Il faut donc réagir à la juste mesure et des sanctions qui soient pour une durée juste, pas non plus exagérées. Par exemple, on peut imaginer un huis clos partiel de la tribune Auteuil sur quelques matchs, mais il ne faut pas que ça devienne
trop d'interdictions. On avait vu récemment, ce qui avait fait parler, c'était le chant des rats entonné régulièrement par les supporters parisiens contre des Marseillais, qui a été interdit au Parc des Princes. Ça avait fait parler parce qu'il avait été repris en chœur par les supporters contre Lille récemment, évidemment contre Marseille le week-end dernier. Donc voilà, faut pas non plus qu'on arrive avec un catalogue de chants répertorié, je pense. Faut quand même laisser la liberté. En plus, ça n'a rien à voir. Là, on a interdit un chant comme celui-ci, alors qu'honnêtement, c'est 100 fois moins grave que les insultes qui ont eu lieu le week-end dernier à l'encontre d'Adrien Rabiot. Donc, faut aussi prendre la mesure des choses et il faut surtout sanctionner avec une certaine logique qui pour l'instant n'est pas encore là, puisque la LFP n'a pas encore pris le sujet du match du dimanche dernier en main, alors qu'ils ont interdit un chant qui est quand même pas basique, mais pour le coup qui fait pleinement partie, je trouve, de la rivalité entre PSG et l'OM au Parc des Princes. Alors que c'est pas un chant insultant non plus, il y a des chants beaucoup plus violents, pas forcément PSG, mais dans d'autres clubs en France, en Europe, etc. Donc voilà, est-ce que le football français doit réagir immédiatement en sanctionnant les supporters? Oui, mais premièrement en les sanctionnant en juste mesure, en n'en faisant pas trop, en gardant une logique dans les décisions qui seront prises. Et deuxième nuance, en se penchant également sur les autres cas passés et qui auront lieu dans le futur, des autres stades de Ligue 1, pas que le Parc des Princes, pas que l'Orange Vélodrome, parce qu'il y a eu de nombreux autres sujets sur d'autres pelouses de Ligue 1. Il faut donc veiller à les sanctionner de manière équitable, juste et impartiale, à mon avis, pour la LFP, mais bien évidemment, ils doivent réagir immédiatement après ces actes absolument inqualifiables des supporters parisiens à l'encontre du joueur français marseillais Adrien Rabiot le week-end dernier. Voilà, c'est la fin de ce 3e épisode d'un monde de sport. Il sort un petit peu en avance cette semaine puisqu'il sort ce vendredi soir, alors qu'il sort en général le dimanche. C'est pour des raisons de calendrier, mais ne vous inquiétez pas, on reprendra la semaine prochaine avec un calendrier un peu plus normal où il sortira le samedi ou le dimanche. Je vous rappelle, un monde de sport, c'est un podcast qui vous donne rendez-vous chaque week-end autour de l'actualité sportive. N'hésitez pas à liker, à donner votre avis, à commenter, à vous abonner au podcast, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes, pour ne pas manquer les prochains épisodes. Vous pouvez également, n'hésitez pas à aller réécouter les anciens épisodes et nous on se retrouve dans une semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Merci d'avoir écouté.